La Rome impériale, un sujet familier auquel beaucoup d'entre nous semblent penser avec une grande régularité. L'Empire nous est bien connu et bien défini. Ses dirigeants et politiciens, ses avancées technologiques, sa puissance militaire, sa religion, ainsi que les coutumes de son peuple. Cependant, ce qui nous est moins clair, c'est le monde au-delà des frontières de Rome, en particulier dans ces régions où vivaient les soi-disant barbares incivilisés. Peut-être nul par ailleurs, cela n'est-il plus vrai que dans les confins nord de l'Europe, au-delà du Danube, dans les forêts denses de la Germanie. Ici vivait une multitude de tribus qui, dans l'imaginaire de nombreux Romains, étaient un peuple sauvage et belliqueux, prêt à lancer des assauts contre l'Empire à tout moment. Un nom revient avec une grande régularité dans les sources romaines, les Suèves, ou, comme on le trouve souvent en latin, les Suevi. Si ce nom vous semble familier, c'est normal, car c'est ce groupe de tribus germaniques qui a donné son nom à la région allemande de Souabe. Mais qui étaient les Suèves? N'était-il qu'un autre groupe violent de tribus vivant dans les forêts, déterminés à provoquer la chute de Rome? Ou y a-t-il plus à découvrir sur ce peuple méconnu? Aujourd'hui, nous allons justement le découvrir et tenter de répondre à la question: qui étaient les Suèves? Tout d'abord, avant de plonger dans les détails de la culture et de l'histoire des Suèves, il nous faut aborder les difficultés que nous rencontrons pour définir les Suèves eux-mêmes. Contrairement à beaucoup de peuples frontaliers dont parlent les auteurs romains de l'Antiquité, les Suèves n'étaient pas un seul et unique groupe tribal. Ils formaient plutôt un ensemble plus vaste de peuples germaniques composé de plusieurs tribus plus petites, certaines étant mieux définies que d'autres. Bien sûr, comme pour tous les peuples historiques un peu obscurs, notre compréhension d'eux est définie par les sources qui nous sont parvenues. Comme les Suèves n'avaient pas de documents écrits propres, nous dépendons de ce qu'ont écrit les Romains comme Jules César, Tacite et Strabon. Et naturellement, leur vision des Suèves était elle-même influencée par le fait que la majorité des interactions entre Suèves et Romains se produisaient dans un contexte de guerre. La façon dont chaque auteur romain définissait les Suèves diffère considérablement, parfois même de manière très marquée. Par exemple, Jules César les considérait en fait comme un seul peuple, les plaçant dans la grande catégorie des peuples germaniques, un groupe qui, à l'époque, s'étendait vers le sud jusqu'aux rives du Danube. Cependant, des auteurs romains ultérieurs, dont Tacite, Pline l'Ancien et Strabon, utilisaient le terme Suève comme une désignation ethnique plus large, à l'intérieur de laquelle existaient plusieurs tribus distinctes et identifiables. Strabon, l'auteur grec de la géographie, rédigé vers le tournant du 1er siècle après Jésus-Christ, considérait clairement les Suèves comme un ensemble plus vaste de tribus. Il mentionne les tribus des Suèves et fait explicitement référence aux Semnons comme étant une tribu des Suèves. Il rattache également les Hermindures et les Langobards, ou Lombards, au groupe plus large des Suèves. Quant à la tribu des Suèves, c'est la plus grande, car elle s'étend du Rhin à l'Elbe, et une partie d'entre eux vit même au-delà de l'Elbe, par exemple les Hermindures et les Langobards. Tacite également, écrivant plus de 150 ans après César, vers l'an 98 après Jésus-Christ, est clair dans son opinion selon laquelle le terme Suève est une appellation plus générale, désignant un groupe composé d'une multitude de tribus. Nous devons maintenant parler des Suèves, qui ne forment pas un seul État comme les Chattes ou les Tenctères, mais occupent la plus grande partie de la Germanie et sont encore répartis sous différents noms et nations, bien qu'ils portent tous l'appellation commune de Suèves. Définir la géographie des Suèves est, pour les raisons que nous venons d'évoquer, plutôt délicat. De plus, en tant que groupe large de tribus, les Suèves n'auraient jamais possédé de frontières clairement définies comme nous les concevons dans le monde moderne. Cela dit, nos auteurs romains décrivent souvent les régions où vivaient les Suèves. Jules César, le premier à écrire en détail sur les Suèves, affirmait qu'ils vivaient autour de la Hesse actuelle, à l'est de la tribu des Ubiens. Cependant, il convient peut-être d'accueillir avec un certain scepticisme la localisation donnée par César. Jules César est le seul de nos sources romaines à décrire les Suèves comme une seule tribu, plutôt que comme un grand groupe composé de plusieurs tribus. Dans cette optique, l'emplacement qu'il attribue aux Suèves ressemble étrangement à celui que des auteurs postérieurs attribuent à la tribu des Chattes. Bien sûr, il est possible que les Suèves aient migré entre l'époque de César et celle où les auteurs romains ultérieurs ont rédigé leurs récits, mais il semble également probable que le peuple que César désignait sous le nom de Suèves était en réalité les Chattes, ou peut-être même les Semnons.
Comme on pourrait s'y attendre d'après le titre de l'œuvre la plus célèbre de Strabon, la Géographie, l'auteur grec décrit l'emplacement des Suèves avec un certain détail. Nous pouvons revenir à cette citation que nous avons vue plus tôt. Le Renu et l'Albi sont respectivement les fleuves Rhin et Elbe, ce qui nous permet de situer la majeure partie des Suèves entre les rives de ces deux fleuves, en Allemagne centrale et méridionale. Le géographe Ptolémée, écrivant au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, décrit également les Suèves comme habitant les terres situées entre l'Elbe et le Rhin. Strabon donne aussi plus de détails sur les frontières du territoire suève. Il affirme que les forêts de Gabrota et d'Ercini, deux vastes bois anciens, étaient contrôlées par les Suèves. La forêt de Gabrota est généralement considérée comme correspondant à la forêt de Bohême ou au mont de Krumlov, en Europe centrale, entre l'Allemagne, l'Autriche et la Tchéquie actuelle. Cela correspondrait aux informations que Tacite nous donne concernant les frontières des Suèves, dans lesquelles il décrit comment la chaîne de montagnes en Moravie, en Hongrie, en Silésie et en Bohême sépare la Souabe de diverses tribus plus éloignées. Cependant, il est un peu plus difficile de situer la forêt d'Ercini. S'étendant à travers l'ouest de l'Europe centrale, du nord-est de la France jusqu'aux Carpates, et couvrant une grande partie du sud de l'Allemagne, on ne sait pas exactement jusqu'où la forêt s'étendait vers l'est, bien qu'on pense que la forêt noire, qui s'étend à l'est depuis la vallée du Rhin, constituait l'extrémité occidentale de l'Hercinienne. Cela correspondrait également à ce que dit Strabon dans une autre section de sa géographie, où il parle du Rhin. Il décrivait les Suèves comme habitant la rive orientale du fleuve, ce qui suggère que l'immense territoire allemand occupé par les Suèves s'étendait jusqu'au Rhin à l'ouest. Quoi qu'il en soit, la dense forêt d'Ercini constituait une frontière naturelle de l'Empire romain, à la fois sur le plan politique et culturel, dans l'esprit des auteurs de l'Antiquité. À l'est, Strabon n'est pas clair sur l'endroit exact où s'arrête le territoire des Suèves. À part le fait de noter que les Herminidories et les Langobards formaient la limite de ce que l'on pourrait considérer comme les terres suèves. Tacite nous donne un peu plus de détails, décrivant comment les Sénons, les plus anciens et les plus nobles des Suèves, vivent sur l'Elbe, jusqu'à aller aussi loin que le fleuve Suvu, qui pourrait être l'Oder dans la Pologne actuelle. Fait intéressant, la Germania de Tacite suggère en réalité une limite nordique supplémentaire pour les Suèves. Tacite définit en fait les frontières de la Subia comme étant les terres où vivaient les Citones, un peuple uniquement mentionné par Tacite, qui vivait probablement dans la Suède actuelle. À cet égard, Tacite appelle également la mer Baltique la mer Suève, affirmant que les peuples qui vivaient sur ces rives partageaient leurs coutumes et leur habillement avec les Suèves. Bien qu'il admette que la langue des Aestis, sur la rive orientale de la Baltique, ressemble davantage à celle des Bretons. Cela fait de la définition du territoire des Suèves par Tacite une notion très vaste, couvrant une immense partie de l'Europe centrale et du Nord. Jusqu'à quel point un si grand nombre de tribus distinctes, parlant des langues différentes, pouvaient être considérées comme faisant partie d'une seule identité suève est peut-être discutable. Bien que Tacite ne décrive pas directement des peuples comme les Citones et les Suitones comme étant des Suèves, ces allusions à l'identité suève sur la base des coutumes et de l'habillement sont intéressantes et constituent des attributions que l'on ne retrouve chez aucun autre auteur. Cependant, il est probable que Tacite utilise le nom de Suève simplement pour désigner l'ensemble des peuples germaniques et inclut une région où vivaient des tribus qui ne pouvaient pas être qualifiées de Suèves, voire même de germaniques dans certains cas. Le mot Suève a été attribué à tant de tribus germaniques par les auteurs du 1er siècle après Jésus-Christ qu'il a un temps semblé que Suève pourrait en fait remplacer germain comme nom le plus courant pour désigner ces peuples. Comme toutes les nations germaniques situées le long de la frontière romaine, les Suèves semblaient particulièrement habiles dans l'art de la guerre. En fait, César les qualifiait de la plus grande et de la plus belliqueuse de toutes les nations germaniques. Il remarque que, dès l'enfance, les Suèves suivaient une alimentation saine et pratiquaient de l'exercice quotidien, ce qui donnait des hommes à la stature corporelle imposante. Fait intéressant, César souligne qu'il refusait d'autoriser l'importation de vin dans leur pays en raison de sa capacité à affaiblir les aptitudes de leurs guerriers. La société suève était divisée en 100 cantons, dont chacun envoyait chaque année une levée de 1000 guerriers pour aller piller à l'étranger. De plus, César rapporte que les Suèves, pour la plupart, évitaient de combattre à cheval, préférant se rendre sur le champ de bataille à cheval, puis descendre pour se battre à pied. Strabon témoigne lui aussi de la prouesse militaire des Suèves. Il note que les tribus qui vivaient dans la région du Rhin
comme les Sicambres, les Nerviens, les Trévires et les Ménapes, furent chassés par la puissance des Suèves et forcés de se replier sur la rive occidentale du Rhin, un processus qui, vraisemblablement, s'est déroulé par la force des armes. Cette histoire est corroborée par César, qui écrivit que les Usipètes et les Tenctères, après avoir subi des défaites face aux Suèves, furent repoussés dans la région du Rhin. Leur migration força à son tour les Ménapes à se déplacer encore plus loin au-delà du Rhin. Cependant, Strabon évoque également les défaites subies par certains éléments des Suèves, affirmant que les Hermionduri et les Langobards, deux groupes suèves, avaient en grande partie été chassés de leur pays au-delà de l'Elbe et repoussés sur les rives sud du fleuve. De toute évidence, même les groupes germaniques les plus redoutables n'étaient pas à l'abri de la défaite militaire. En dehors de leurs divers affrontements avec d'autres groupes tribaux germaniques, les Suèves eurent également de nombreux conflits avec l'Empire romain. Jésus-Christ, le roi suève arioviste, traversa le Rhin lors de ses campagnes contre la tribu des Édouans, qui firent appel aux Romains pour obtenir de l'aide. Refusant de retourner au-delà du Rhin, Arioviste resta en Gaule, pillant et saccageant. Jules César mena 6 légions pour repousser la menace suève, battant Arioviste lors de la bataille des Vosges en septembre de cette année-là et forçant les Suèves à repasser le fleuve. Une fois de plus, les Suèves s'affrontèrent aux Romains en 55 avenues, Jésus-Christ, dans un récit similaire à celui du conflit de 58 avenues. Jésus-Christ, une tribu alliée aux Romains, fit appel à eux pour résister aux raids des Suèves. Cette fois, ce sont les Germains Ubii qui demandèrent l'aide de César. Fidèle à son audace habituelle, le futur dictateur fit construire un pont sur le Rhin avec une rapidité incroyable. Cela fut réalisé en enfonçant des pieux dans la rivière, espacés de 60 cm, sur toute la largeur du fleuve. Ces pieux étaient ensuite renforcés par de grosses poutres, puis recouverts de madriers, permettant ainsi à l'armée de César de traverser. La panique provoquée chez les Suèves fut telle qu'ils auraient abandonné leur village sur la rive orientale du Rhin et se seraient réfugiés dans les forêts. César, estimant avoir prouvé son point, retourna sur la rive occidentale. L'historien romain postérieur Cassius Dion fait brièvement mention d'une traversée en 29 avenues, Jésus-Christ. Il affirme que les Suèves ont traversé le Rhin, vraisemblablement dans l'intention de piller et de saccager. Ce groupe fut complètement défait par le proconsul Caius Carnu, qui, soit dit en passant, avait également servi sous Jules César en 45 avenues. Jésus-Christ. Jésus-Christ, les campagnes victorieuses de Néron Claudius Drusus avaient étendu l'influence romaine au-delà de la frontière du Rhin et profondément en Germanie. Selon Suétone, les Suèves se soumirent à Drusus. L'écrivain romain Florus nous donne un peu plus de détails, décrivant comment les Chérusques, les Suèves et les Sicambres ont formé une alliance contre l'expansion romaine, mais furent vaincus par Drusus, de nombreux Suèves étant vendus comme esclaves. Cependant, l'expansion romaine en Germanie, qui semblait inévitable sous Drusus, fut soudainement interrompue à l'été 9 avenue, Jésus-Christ et à l'automne 9 après. Jésus-Christ par 2 événements inattendus, la mort de Drusus dans un accident d'équitation et la défaite désastreuse des Romains lors de la célèbre bataille de la forêt de Teutobourg. Cette défaite catastrophique des Romains, infligée par une alliance de tribus germaniques menée par Arminius, un Germain éduqué à la romaine, mit un coup d'arrêt à l'avancée romaine au-delà du Rhin. Bien qu'il soit possible que certains Suèves aient participé à la bataille, les principaux combattants germaniques étaient des tribus germaniques du nord-ouest, les Chérusques, les Mars, les Chattes, les Bructères, les Chaules et les Sicambres. Tacite mentionne qu'après la défaite de 9 avenues, Jésus-Christ, les Romains conclurent la paix avec un puissant roi suève connu sous le nom de Marobo. Il convient également de mentionner que certaines sources désignent Marobo spécifiquement comme un Marcoman. Tacite raconte comment Arminius, tout juste victorieux contre les Romains, attaqua Marobo parce que ce dernier s'était caché dans les forêts au lieu de rejoindre ses compatriotes germains dans leur lutte contre les Romains. Il est rapporté que les Semnons et les Langobards abandonnèrent le roi suève, préférant servir le victorieux Arminius. Mais alors que le titre royal rendait Marobo impopulaire auprès de ses compatriotes, Arminius suscitait l'enthousiasme en tant que défenseur de la liberté. Le roi suève déchu s'enfuit à Ravenne, où il mourut en 37 après Jésus-Christ, sans jamais avoir osé retourner dans sa terre natale. Plus d'un siècle et demi plus tard, les Marcomans, un peuple germanique identifié comme des Suèves par Tacite et Strabon, engagèrent une série de conflits avec l'Empire romain, de concert avec des alliés cades, Vandales et Sarmates. La raison exacte du déclenchement de ces conflits fait débat,
le changement climatique et la surpopulation étant tous deux cités comme théories potentielles. Cependant, il est sans doute plus probable que la pression politique et militaire exercée sur les Marcomanns et leurs alliés par les grandes migrations vers le sud de peuples tels que les Goths, qui à cette époque commencèrent à descendre de leur terre natale autour de la Vistule, ait précipité les guerres marcomannes. La conséquence fut une série de conflits au cours desquels les Marcomanns, qui entretenaient auparavant des relations amicales avec Rome, lancèrent de vastes incursions à travers les frontières du Rhin et du Danube en 166 après Jésus-Christ, probablement dans l'intention de s'installer sur le territoire romain. Se terminant en 180 par un traité de paix entre les Marcomanns et Rome, ces guerres furent marquées par des combats acharnés tant sur le territoire des Suèves qu'aux frontières même de l'Empire romain. En raison de la nature quelque peu disparate et difficile à définir des Suèves, il existe de nombreux débats quant à la ou les langues qu'ils auraient pu parler. Cependant, il est généralement admis que les Suèves parlaient très probablement une langue germanique, voire plusieurs langues germaniques. La description que fait Tacite des différents peuples composant les Suèves, tels que les Semnons, les Langobards et les Marcomanns, laisse entendre qu'il existait au moins une certaine variation régionale dans la langue des Suèves. Le philologue Orin Robinson a associé les Suèves à un groupe de langues germaniques connu sous le nom de germanique de l'Elbe, ainsi nommé en raison de la localisation de leurs locuteurs dans la région du fleuve Elbe, s'étendant jusqu'au Danube au sud. À un moment donné à la fin de la période classique, ces dialectes germaniques situés au sud de l'Elbe ont subi ce que l'on appelle la mutation consonantique du haut allemand, un changement phonétique qui a modifié un certain nombre de consonnes par rapport aux mots apparentés en anglais, en néerlandais et dans les langues scandinaves. Par exemple, les occlusives sourdes sont devenues des fricatives en allemand. Anglais schip, néerlandais schip, norvégien skip contre l'allemand schiff. Par conséquent, on pense que l'allemand souabe moderne a pu, du moins en partie, évoluer à partir de la langue que parlaient les Suèves dans l'Antiquité. Il est également probable que les dialectes des Suèves aient influencé le bavarois, le dialecte thuringien et la langue des Lombards italiens. Et enfin, l'allemand standard moderne lui-même. Jules César lui-même nous offre un tableau saisissant de la culture des Suèves. Décrivant leur apparente indifférence à cultiver des céréales, César nous dit que les Suèves subsistaient principalement grâce à un régime composé de produits animaux obtenus par l'élevage et la chasse. Cependant, César dénigre le bétail des Suèves, le considérant bien inférieur à celui des Gaulois. Ces pauvres bêtes mal conformées qui appartenaient à leur pays. Le régime alimentaire des Suèves se composait donc de viande et de laitage, et les peaux de ces animaux leur servaient également de vêtements. Un tel système économique signifiait apparemment que les Suèves disposaient de peu de produits à exporter et commerçaient donc peu avec leurs voisins, hormis les butins de guerre qu'ils obtenaient par le pillage. Fait intéressant, la notion de propriété privée des terres n'existait pas chez les Suèves, du moins selon Jules César. En fait, cet esprit communautaire semblait également s'étendre au temps de guerre. D'après César, les guerriers suèves partaient à tour de rôle en expédition militaire. Une année, une armée partait en campagne et les hommes restés au pays s'occupaient des familles de ceux qui étaient à la guerre. L'année suivante, ceux qui étaient restés partaient à leur tour en campagne, tandis que les autres restaient au foyer. De plus, comme le laisse entendre leur absence de production agricole, les Suèves semblaient mener une vie quelque peu nomade et pastorale. L'historien romain Strabon les a décrits ainsi: ils ne cultivent pas la terre et n'amassent même pas de provisions, mais vivent dans de petites huttes qui ne sont que des abris temporaires. Et ils vivent principalement de leurs troupeaux, comme le font les nomades, si bien qu'à l'imitation des nomades, ils chargent leurs biens domestiques sur leurs chariots et, avec leurs bêtes, se déplacent où bon leur semble. Un élément particulièrement unique de la culture suève, qui est mentionné dans de nombreuses sources antiques, est une coiffure, le fameux nœud suève. Le nœud suève est décrit en détail dans le livre de Tacite sur l'origine et la situation des Germains. Il est caractéristique de ce peuple de tourner la tête sur le côté et de l'attacher sous le sommet du crâne en un nœud. Par ce signe, les Suèves se distinguent des autres Germains et les hommes libres des Suèves se distinguent des esclaves. Le sommet du crâne fait généralement référence au haut de la tête, donc le nœud suève aurait été un nœud situé sur le côté de la tête. Ce n'est pas seulement le texte de Tacite qui décrit le nœud suève. On trouve de nombreux exemples de ce style dans la sculpture, la joaillerie et l'art de l'Antiquité. De plus, des corps retrouvés préservés dans des tourbières ont été découverts arborant cette coiffure particulière,
notamment la tête d'Osterdy trouvée en 1948 dans le sud de l'Allemagne. En fait, le texte de Tacite nous apprend que les Suèves étaient extrêmement attachés à leur mode capillaire. Il décrit même les plus âgés des Suèves comme attachant leurs cheveux en nœud au sommet de la tête et les chefs suèves accordant une attention particulière à leurs cheveux noués. Ils se parent ainsi lorsqu'ils partent à la guerre afin de paraître plus grands et plus redoutables et s'habillent pour impressionner les yeux de leurs ennemis. De toute évidence, leurs voisins considéraient la coiffure des Suèves comme à la mode. Tacite remarque que les jeunes des tribus voisines portaient souvent leurs cheveux à la manière des Suèves, dans un classique cas d'imitation. Il ne vous surprendra sans doute pas d'apprendre que les Suèves étaient païens, bien que leurs rites et traditions aient sans doute varié parmi les différents peuples que nous désignons aujourd'hui sous le nom de Suèves. Le bois sacré, ces bosquets d'arbres qui revêtaient une importance religieuse particulière et étaient parfois considérés comme les demeures de Dieu ou d'autres esprits, semblent avoir été omniprésents chez les Suèves. Tacite décrit la manière dont le peuple des Semnons se liait avec des chaînes en entrant dans leur bois sacré, dans un acte symbolique visant à reconnaître leur infériorité en présence de leur Dieu. Si un Semnon venait à tomber dans le bois sacré, il ne se relevait pas, sans doute parce que se lever en présence du divin aurait été considéré comme un sacrilège. À la place, Tacite nous dit que les Semnons étaient obligés de rouler hors du bois lui-même. A l'inverse, les Longobards ou Lombards vénéraient spécifiquement la terre-mère dans leurs bosquets. Le principal et le plus vénéré d'entre eux abritait un char consacré recouvert d'un voile. Seul le grand prêtre était autorisé à toucher ce char. Selon Tacite, la venue de la déesse sur le char sacré donnait lieu à de grandes fêtes religieuses, au cours desquelles le char était tiré par des vaches à travers le pays dans une grande liesse. Le sacrifice était également un élément clé de la religion des Suèves, tout comme dans la religion romaine. Cependant, Tacite rapporte avec une grande horreur la pratique, chez certains Suèves, notamment les Semnons, de s'adonner à la plus barbare des coutumes, le sacrifice humain. À une date fixée, tous les peuples de la même lignée se rassemblent par l'intermédiaire de leurs délégués dans une forêt consacrée par les augures de leurs ancêtres et une terreur ancestrale, et là, par l'immolation publique d'une victime humaine, ils célèbrent l'horrible origine de leur rite barbare. Bien sûr, les Suèves n'étaient pas à l'abri de l'avancée du christianisme à la fin de l'Antiquité. À la suite de leur grand déplacement vers l'ouest durant la période d'émigration, les Suèves qui se sont installés dans le nord-ouest de l'Espagne en 409 se seraient apparemment convertis au christianisme relativement rapidement. En 448, leur roi, Rochiar, était chrétien. Cependant, cette conversion mit un certain temps à se diffuser parmi la population générale, qui resta païenne pendant encore quelques décennies. Il semblerait que dans les années 460, un missionnaire wisigoth nommé Ajax, envoyé par la cour du roi Théodoric II, ait converti les Suèves à l'arianisme. Quelque temps plus tard, probablement au milieu ou à la fin du VIe siècle, les Suèves se convertirent finalement aux trinitaires orthodoxes. Sans entrer trop profondément dans la théologie, l'arianisme est aujourd'hui considéré comme une hérésie, c'est la croyance selon laquelle Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, n'est pas coéternel avec Dieu. C'est-à-dire que le Christ a été engendré ou créé par Dieu. La manière exacte dont les Suèves se sont convertis au catholicisme fait débat, mais lors du concile de Tolède de 589, au cours duquel le royaume wisigoth de Tolède s'est officiellement converti au catholicisme, il semble que la conversion des Suèves ait en grande partie déjà eu lieu. Le procès-verbal de ce concile indique qu'un nombre infini de Suèves avait été convertis. Bien sûr, la conversion religieuse d'une population entière est un processus long et presque impossible à quantifier. Il faut donc prendre toute date précise avec des pincettes. Comme l'a affirmé Strabon, les Suèves semblaient apparemment prédisposés à un mode de vie nomade. Les affirmations de Strabon à ce sujet se sont vérifiées dans la réalité environ 4 siècles après que l'auteur grec ait rédigé son texte au tournant du 1er siècle après Jésus-Christ. Bien que la période des grandes invasions, également connue sous le nom d'invasion barbare, qui a finalement mis fin à l'Empire romain d'Occident, ait pu commencer dès l'an 300 après Jésus-Christ, ce n'est qu'en 406 que les Suèves ont joué un rôle majeur. C'est le 31 décembre de cette année-là qu'un grand groupe de Suèves, d'Alains et de Vandales traversa le Rhin en masse, lançant une invasion du nord de la Gaule qui allait déstabiliser de façon permanente l'Empire romain d'Occident. Le choc provoqué par cette traversée fut immense. Probablement poussés vers l'ouest en raison de la pression politique exercée par l'expansion des Huns plus à l'est,
les Suèves et leurs alliés envahirent l'Empire, pillant de vastes régions du nord de la Gaule et précipitant l'usurpation de Constantin III dans la province de Britannia, ce qui conduisit finalement à l'abandon de la province par Rome. Alors que certains Suèves restaient relativement proches du Rhin, se déplaçant vers le sud dans les régions correspondant aujourd'hui à la Suisse et à l'Autriche, un certain nombre d'entre eux s'installèrent également en Pannonie. Plus particulièrement, un grand groupe de Suèves mené par le roi Hermeric continua de se déplacer vers le sud et l'ouest dans le vide politique qui suivit la traversée du Rhin en 406. Atteignant les Pyrénées, ils traversèrent le Pays basque et finirent par s'installer dans le nord-ouest de l'Espagne, dans la province romaine de Galétia. Leur soif de destruction apparemment assouvie, les Suèves prêtèrent allégeance en 410 à l'empereur romain d'Occident Honorius. Ce faisant, la Galétia devint le premier des royaumes sub-romains à se former durant la lente désintégration de l'Empire romain d'Occident. Jusqu'en 584 après Jésus-Christ, les Suèves connurent d'importants changements culturels après leur installation dans la péninsule ibérique, notamment en s'établissant dans des fermes rurales et en adoptant la langue locale. Bien que quelques traces de leur ancienne langue germanique subsistent, notamment dans certains noms de lieux en Galice, comme le village de Suevo, les Suèves abandonnèrent leur paganisme germanique au profit du christianisme arien dans les années 460, avant de devenir finalement catholiques dans les années 560. La défaite finale des Suèves fut infligée par les Visigoths. La montée en puissance des Visigoths dans le centre de l'Espagne entraîna des incursions sur le territoire suève dans les années 570. Le roi des Suèves et de la Galice ne régnait plus que sur un territoire de plus en plus réduit, limité à l'extrême nord-ouest de la péninsule ibérique, avant d'être finalement soumis par les Visigoths en 585, et que leurs terres soient intégrées au royaume wisigoth.